Resident Evil. C'est devenu une véritable référence dans le monde des jeux vidéo d'horreur, tout comme Silent Hill, Doom et j'en passe. Le premier jeu de cette immense saga est sorti en mars 1996 sur la PlayStation, console phare de Sony. Développé par la société japonaise Capcom, il s'inspire grandement du jeu Alone in the Dark, édité par Infogrames 4 ans plus tôt, et qui est considéré par plusieurs aujourd'hui comme le parrain des survival horror. Le jeu nous fait basculer dans un monde où les compagnies pharmaceutiques créent des virus qui ramènent les morts à la vie ou les transforment en d'horribles monstres. Un bon vieux jeu de zombies, quoi. Il est très bien accueilli à sa sortie, devenant même le best-seller de la console dans plusieurs pays, et depuis, Resident Evil est devenu une franchise vidéoludique très prolifique, avec plus de 15 opus différents sur plusieurs plateformes, GameCube, PlayStation 2, Xbox et même la Nintendo DS. Il y a bien sûr eu des dérivés, comme des adaptations en roman, en comics, puis en manga, et puis un certain Paul W.S. Anderson réalise un long métrage basé sur cette saga en 2002. On connaît la suite, Constantine Films produira en tout 6 films de qualité discutable en live action. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de ces films. Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas dit cette phrase. Aujourd'hui, on va parler de 3 films d'animation. C'est la première fois sur la chaîne que je vous parle de films d'animation. En fait non, c'est pas vrai, j'ai déjà fait un épisode de Laurent au cinéma sur Batman Killing Joke. Donc c'est la première fois dans l'émission Horreur Critique que je parle de films d'animation. Et oui, donc il existe 3 films d'animation Resident Evil, qui sont malheureusement peu connus. Soit ils ont été éclipsés par les films live, soit ils ont été démontés par les critiques à leur sortie. J'adore les jeux Resident Evil. Bon, vous savez que je joue pas beaucoup aux jeux vidéo, mais c'est clair que ceux-là ont marqué mon adolescence. C'est également à cette époque que j'ai découvert la franchise cinématographique, que j'arrive à apprécier quand même, mais sans plus. Puis par la suite, j'ai découvert ces 3 films, et je me devais de vous en parler. Alors, c'est parti pour la trilogie d'animation Resident Evil. Le tout premier film Resident Evil est sorti en 2000. Pas le film d'Anderson, hein? Non, un court-métrage d'animation japonais d'une durée d'à peu près 20 minutes. Biohazard 4D Executor est réalisé par Koichi Owata, produit par Capcom et fut conçu spécialement pour des attractions dans certains parcs au Japon, bien que la première eut lieu au Festival du film fantastique de Tokyo en octobre de l'an 2000. Il eut droit également à une sortie limitée dans quelques cinémas seulement, et on reprend globalement l'histoire du premier jeu vidéo. Et c'est franchement sympathique. L'animation est clean hein, pour un film à petit budget sorti il y a 20 ans. Il est disponible sur YouTube dans son entièreté, si jamais ça vous intéresse. Mais là, on va passer au film qui nous intéresse. Le premier film de cette trilogie est intitulé Dégénération, et il est sorti en 2008. Toutefois, on travaillait dessus depuis déjà 2 ans. Il s'agit en réalité d'une coproduction japonaise et américaine. Le réalisateur est Makoto Kamiya, un japonais donc, qui réalisera également la suite. Et les acteurs, enfin ceux qui ont fait les captures du mouvement et ceux qui ont fait le doublage, sont américains. Il est important de savoir que l'histoire de ces films se déroule dans l'univers du jeu vidéo. Donc en quelque sorte, Dégénération serait Resident Evil 4.5 parce que son intrigue prend place entre le 4e et le 5e jeu. Bon, ne paniquez pas si vous n'avez pas joué au jeu, il y a quelques infos dans les films que vous allez peut-être pas saisir, mais rien de majeur. Ce film se déroule en 2005, soit 7 ans après les événements de Raccoon City, paru dans le premier jeu. Nous sommes dans l'aéroport d'Harvardville, où on retrouve Claire Redfield, héroïne du 2e volet, qui accompagne une amie et sa nièce. C'est alors qu'un avion se crache dans l'aéroport, et que des morts-vivants infectés par le virus T sèment le chaos partout. Le gouvernement envoie donc Léon S. Kennedy, autre personnage clé des jeux vidéo, pour bien sûr sauver tout le monde. Ah, ça fait du bien de parler de virus en ces temps de pandémie, n'est-ce pas? Franchement, ce film est pas si mal. Même si on est loin d'un chef-d'œuvre. Bon, déjà, le fait qu'il soit entièrement constitué d'images de synthèse rend l'atmosphère très similaire à celle des jeux.
On y retrouve des personnages très appréciés par les fans, soit Claire et Léon, que l'on campait déjà dans Resident Evil 2. Puis même s'il y a beaucoup de scènes d'action qui vous rappelleront certainement les films en live, mais en mieux, on reste quand même plus axé sur le suspense. On a donc mixé tout ce qu'il y avait de bon dans les jeux avec les codes classiques des films de zombies. Le tout dans un bon vieux style biopunk des familles. Ce qui donne un scénario, oui, très intéressant, mais qui a déjà été vu et revu d'innombrables fois. C'est assez précipité au niveau du scénario. On est immédiatement plongé dans le vif du sujet en moins de 10 minutes. Donc l'histoire est plus ou moins bien mise en place, et les personnages secondaires, on n'en a rien à faire vraiment. Ils sont très peu développés, on n'a pas réellement le temps de s'attacher à eux, puis on regrette pas du tout leur mort. On veut nous tenir en haleine là, avec tout ce qui se rattache à l'univers étendu de la franchise. Je crois qu'on fait pas mieux dans le genre symbole. Oui, même que Léon nous donne quelques conseils si on veut survivre dans les jeux vidéo. Le seul moyen de les stopper est de tirer dans la tête. C'est là leur unique point faible. Rentre-toi ça dans le crâne. Autrement, tu perds ton temps et tes munitions. Et ça peut s'avérer fatal. Mais bon, finalement, l'histoire est assez banale. Les révélations à la fin ne sont pas plus surprenantes que ça, les relations entre les personnages sont extrêmement clichés. Oui bon, ça c'est comme dans les jeux de toute façon. Puis les dialogues sonnent faux. Mais ça, je peux l'excuser parce que c'est certainement dû à l'affreux doublage français. Ouais, le doublage, ça laisse vraiment désirer. Surtout la voix de Léon. Mais bon, c'est un problème qu'on a corrigé avec les deux suites, où la voix du personnage a été assurée par le comédien Gilles Morvan. Alors, si le scénario est assez faiblard, Makoto Kamiya nous offre quand même une mise en scène plutôt bien. Ça reste très conventionnel, puisant dans le style de Romero avec son Dawn of the Dead, mais c'est efficace. Les scènes d'action sont cool, les combats sont plutôt bien gérés, le film a un bon rythme et les références aux jeux vidéo fusent de partout, sans être trop lourdes. Notons d'ailleurs le gros monstre à la toute fin, le boss final si vous voulez, carrément pompé du virus G, issu du deuxième jeu, et un petit cliffhanger qui nous tease Resident Evil 5. Je reprocherais toutefois l'ambiance horrifique qui, dans les jeux, nous stressait à mort, alors que là, elle peine vraiment à faire mouche. Nos personnages sont dans des couloirs sombres et on sent bien qu'il y a des zombies quelque part tapis dans l'ombre. Mais la sauce ne prend pas. Non, le film ne fait pas vraiment peur en fait. Mais ça peut se comprendre. Je veux dire, dans les jeux vidéo, c'est nous qui contrôlons le personnage, c'est nous qui choisissons s'il va survivre ou non, parce que c'est nous qui prenons les décisions. Ici, Léon se débrouille sans nous, en abattant presque tous les zombies tout seul, et ce, d'une seule balle en plus. Bordel, moi je vidais mon chargeur avant de pouvoir en tuer un. Si vous voulez avoir peur, je vous conseille de jouer au jeu mobile, qui est sorti presque en même temps que le film. Il est bien. Sinon, visuellement, il y a quand même quelques lacunes. Juste le faciès des personnages, sérieux. Léon, il ressemble à PewDiePie. Il y a des effets d'ombrage et des textures qui sont pas tout à fait au point, mais bon, on s'entend que c'est pas un Pixar non plus. Parce qu'honnêtement, pour un film de 2008, c'est pas trop mal. Les décors sont pas trop moches, les persos, oui, il manque un peu d'expression faciale et d'émotion, mais sinon, somme toute, c'est assez bien fait, les captures de mouvement aussi, bref, c'est digne des cinématiques des jeux. De l'époque, du moins. Le film a bénéficié d'une sortie au cinéma au Japon, durant à peu près 3 semaines, et il amassa l'équivalent de 325 000 € au box-office. Et même si on peut voir de très nombreuses critiques négatives à son sujet sur internet, il connut tout de même un certain succès à l'international lors de sa sortie vidéo. Même s'il manque pas mal de choses pour en faire un vrai bon film, ça reste un sympathique divertissement tout à fait correct qui, contrairement à ces films, mérite sa place dans l'univers Resident Evil. C'est donc en 2010 que Capcom et Sony annoncent qu'une suite à Dégénération est en préparation, Resident Evil Damnation. Celui-ci sort donc en 2012 et est bien supérieur à son prédécesseur. On retrouve notre cher Léon, une fois de plus, qui cette fois-ci est envoyé en Europe de l'Est, dans un pays plongé en pleine guerre civile, et qui pourrait bien être en possession d'armes bio-organiques. On ne change évidemment pas une recette gagnante. Il va donc s'allier avec une troupe d'indépendantistes pour combattre l'armée de la République slave avec leurs bêtes apprivoisées. Armée qui vise aussi bien que des Stormtroopers. J'ai plutôt apprécié le scénario. Il est mieux structuré que Dégénération. L'intrigue se situe entre le 5e jeu et le 6e, quoiqu'on ramène beaucoup d'éléments du 4e, pour mon plus grand plaisir. La scène d'introduction est vraiment belle à voir. On nous met bien en contexte et l'histoire est plus poussée que dans le premier.
et par le fait même, plus intéressante. Ouais, ce côté post-guerre froide m'a vraiment plu. Bon, après, ça manque de clarté sur certains points, comme avec les Lakers, ces monstres déjà présents dans le support d'origine et qui ont des allures de Demogorgon de Stranger Things et qui sont contrôlés par le gouvernement du pays. Le seul hic, c'est qu'on passe très rapidement sur cette relation maître-esclave. On nous explique très brièvement d'où ça vient, puis après on n'en parle plus. Je trouve ça assez dommage. Sinon, les scènes de réunion entre la présidente du pays et Ada Wong. Oui, elle est dans le jeu. Ben, c'est très lourd. Je sais qu'elles sont là justement pour accentuer l'aspect conspirationniste propre à la saga, mais ces scènes sont longues et rompent drastiquement le ton du film. Mais sinon, les scènes avec Léon et le groupe de résistants sont assez bien ficelées. Bon, on a encore des personnages très clichés, mais je les trouve un peu plus travaillés que dans l'opus précédent. On en a qui sont très chiants, mais qui finiront par être des alliés de taille pour Léon. Les dialogues manquent encore une fois un peu de subtilité à quelques moments, mais au moins le doublage français est bien meilleur. On a également rajouté une petite pointe d'humour et ça fait du bien. Bon oui, c'est de l'humour très américain, hein, et très lourd par moments. Mais personnellement, moi j'apprécie bien. Côté technique, on note une belle amélioration au niveau de l'animation. C'est toujours pas parfait, hein. Certains personnages ont encore des faciès crispés et on remarque un peu de crénelage lors de leurs mouvements. Mais au moins, on a réglé les problèmes de texture et de lumière. On s'est même permis quelques prouesses graphiques assez cool. Les monstres sont assez bien faits, et le boss final, comme j'aime l'appeler, c'est un genre de mélange entre Apocalypse et Dr Manhattan, et il offre des scènes qui en jettent visuellement. C'est un film qui possède beaucoup de scènes d'action avec des ralentis très clichés, mais ils en valent la peine, et on a une ambiance horrifique qui rappelle des passages stressants des jeux. Après, c'est toujours pas très effrayant, mais c'est mieux géré que dans Dégénération. Il y a que le dernier tiers du film que je trouve particulièrement long. Les combats s'éternisent un peu et ça sent le remplissage. Mais bon, dans l'ensemble, Damnation est pour moi un bien meilleur film que son prédécesseur. Makoto Kamiya a su nous pondre un long métrage plus excitant que le dernier, en travaillant un peu plus l'ambiance et les scènes horrifiques, même s'il y a toujours place à l'amélioration, et Shatoru Suga nous a offert un bien meilleur scénario, même si, je le rappelle, il manque quelques détails et d'informations pour qu'il soit parfait. Damnation n'est jamais sorti en salle, du moins pas en Occident. Sony et Capcom ont permis aux joueurs de télécharger le film sur Xbox Live et PlayStation Network, et il est sorti en Blu-ray DVD quelques jours plus tard. Et il fut plutôt bien accueilli. Les recettes des ventes s'élevèrent à près de 3,5 millions de dollars, et donc une suite pouvait voir le jour. Et cette fois, Sony laissera les studios de Capcom du côté de l'animation, même s'ils restent toujours les légitimes détenteurs des droits d'adaptation. Resident Evil Vendetta, produit par la société japonaise Marza Animation Planet et toujours distribué par Sony, est sorti en 2017. D'abord présenté comme un reboot de la saga, Capcom confirme plus tard qu'il s'agit bel et bien d'une suite aux deux films précédents, et que l'action prend place après les événements du 6e jeu. Et ce film, mes amis, est le meilleur de tous. Notre personnage principal cette fois-ci est Chris Redfield. Son escouade et lui doivent arrêter Glenn Arias, un trafiquant d'armes biologiques, dans un grand manoir au Mexique. Une scène qui rend un bien bel hommage au jeu d'origine. Arias réussit évidemment à s'enfuir et Chris fera appel à de vieux amis, soit Rebecca Chambers et bien sûr Léon S. Kennedy. Ensemble, ils devront empêcher Arias d'infecter le monde et de créer une armée de morts vivants. Si les deux premiers volets souffraient de faiblesse scénaristique, eh bien là, on a droit à une vraie bonne histoire. Elle est vraiment bien introduite, on prend le temps de poser tous les éléments utiles à l'intrigue, et enfin, nos personnages ont droit à de bons traitements. Ne serait-ce que Glenn Arias. Alors oui, c'est un méchant mégalomane cliché, mais il a une bonne raison de l'être. Il a tout perdu, on a presque pitié de lui, même s'il est gravement ravagé du ciboulot. Puis Rebecca Chambers est aussi un bon personnage. Les fans de la franchise vont la reconnaître car c'est elle qui accompagne Chris dans le tout premier jeu. Et là, elle laisse de côté les armes pour faire des recherches dans un laboratoire sur les nouveaux virus. Et son évolution nous est très bien expliquée. Certains pourraient reprocher que l'histoire en fait trop, que la menace s'accentue de film en film. Et c'est pas faux. Mais en même temps, c'est fidèle au matériel d'origine. Alors, est-ce que c'est un vrai problème? Vraiment, on a un beau retour aux sources avec ce film. On reprend plusieurs éléments d'intrigue ou d'ambiance des meilleurs jeux de la saga et on les retranscrit très bien à l'écran. Kamiya est remplacé par Takanori Tsujimoto à la réalisation et tu sens que le gars est un vrai fan de Resident Evil. Là, on a un agréable équilibre entre les scènes d'action, de mystère et enfin d'horreur.
Parce que oui, cette fois les scènes d'horreur sont vraiment bien faites. La tension et l'atmosphère glauque est définitivement mieux gérée que dans Dégénération et Damnation. Il y a des plans bien malaisants et qui fonctionnent très bien. Et si dans les deux autres films on misait plus sur le côté espionnage et infiltration, ici on adopte une approche un peu plus drastique, plus crue et militaire. Le mode furtif, c'est pas votre truc, hein. Et oui, parce que notre personnage principal, c'est Chris, et que dans les jeux, Chris fait partie de la BSAA, Bioterrorism Security Assessment Alliance. C'était dur à dire ça. Par conséquent, lorsqu'on joue avec lui, on fonce dans le tas, contrairement à Léon qui lui est bien meilleur en mode furtif. Les scènes d'action nous proposent des combats vachement cool, et des scènes de course-poursuite tout juste épiques. Ce sont des séquences très dynamiques et très immersives, avec des cuts rapides, oui, mais le tout reste lisible. On a encore un boss final ultra cool, et nos persos vont détruire la moitié de la ville pour le vaincre. Léon, Chris, Man of Steel est fier de vous. Vendetta se démarque aussi des deux autres films par son visuel. Franchement, impeccable. Ce n'est plus les studios de Capcom qui se sont chargés de l'animation, mais bien Marza Animation Planet, comme je l'ai dit plus tôt. Et là, plus aucun bug technique, plus de problèmes d'ombrage et de lumière, plus de têtes de constipés, plus de crénelage, vraiment, l'image est sublime, et ça fait du bien. Pour promouvoir le film, Sony offre au public une expérience de réalité virtuelle avec Resident Evil Vendetta Infected Experience sur PlayStation VR. Le film fut diffusé au cinéma, évidemment au Japon, et remporta 1,35 million. Mais il a pu paraître dans certaines salles en Angleterre et aux États-Unis le temps d'une soirée, avant de sortir en DVD en juin 2017. C'est donc sur une bonne note que se conclut cette trilogie. Si on avait débuté avec un film sympathique mais sans plus, la qualité va augmenter avec le deuxième film pour pleinement se bonifier avec le troisième. Après, ça reste des films très simplistes, il n'y a rien d'extravagant ou d'extraordinaire dans ces films-là, ils ne sont pas révolutionnaires. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle? Eh bien, c'est assez simple. J'aime beaucoup ces films. Je suis conscient qu'ils sont bien loin d'être parfaits, même Vendetta que j'adore. Mais ils sont bons. Ils sont faits pour les fans de la franchise, par des fans de la franchise. Ce sont des films honnêtes, sans prétention et qui offrent un très bon divertissement aux spectateurs. Et juste pour ça, j'estime qu'ils sont supérieurs aux films live Resident Evil, qui eux, à mon sens, ne font que surfer sur la popularité du jeu vidéo, pour, au final, être des films très basiques, aux titres interchangeables et aux idées folles sans réelle envergure. Les films d'animation, eux, veulent d'abord et avant tout être des films fun au sein de l'univers des jeux vidéo. Alors, si vous aimez les jeux Resident Evil, vous devriez aimer la trilogie d'animation. Si vous ne l'avez pas vue, je ne peux que vous la conseiller, vous serez assurément divertis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Horreur Critique. Oui. D'ici là, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, et bien sûr, à vous abonner à la chaîne. Salut!